La France ouvre des archives sur les disparus de la guerre d'Algérie. Cette ouverture permettra d'approfondir les connaissances sur la guerre d'Algérie, sur laquelle perdurent beaucoup de mythes, salue un historien. Une avancée de plus dans le travail de mémoire. Le gouvernement français a ouvert l'accès à une centaine de dossiers d'archives sur les disparus de la guerre d'Algérie 1954-1962, selon un arrêté paru au journal officiel repéré par le journal L'Essor de la gendarmerie. Cet arrêté publié dimanche prévoit la libre communication de dossiers sur les disparus du conflit, actuellement conservés aux archives nationales. Ces dossiers ont été établis par la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles, précise l'arrêté. Cette commission, créée en mai 1957 par le président du Conseil Guy Mollet, avait pour mission d'enquêter sur la réalité de la répression militaire et sur l'existence de tortures et de disparitions durant la bataille d'Alger janvier-septembre 1957. Le devoir mémoriel ravivé par Macron. Depuis le début de son quinquennat, le président Emmanuel Macron a mené plusieurs actions mémorielles pour tenter de guérir les blessures que traîne la société française depuis la guerre d'Algérie. Il a notamment honoré les harkis, ces combattants algériens ayant servi la France puis qui ont été abandonnés par Paris dans des conditions tragiques. Il a aussi reconnu que Maurice Audin, mathématicien pro-indépendance disparu en 1957, était bien mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France. En septembre 2018, le chef de l'État français s'était également engagé à garantir la libre consultation des archives concernant les disparus civils et militaires, français et algériens, du conflit. L'ouverture de ces archives va permettre d'approfondir la connaissance de cette période car il y a encore beaucoup de mythes sur la guerre d'Algérie, salue l'historien Benjamin Stora dans un entretien à l'Essor. Pour autant, relève ce spécialiste de la guerre d'Algérie, cet arrêté n'ouvre pas la totalité des documents sur les disparus de conflit et sur les disparitions même, il n'existe évidemment que très peu d'ordres écrits, notamment pendant la bataille d'Alger. L'ancien patron du renseignement Wassini Bouaza incarcéré. La descente aux enfers du puissant patron de la Direction générale de la sécurité intérieure des GSI, le général Wassini Bouaza, vient de commencer. En effet, le général est mis en prison après avoir été limogé le lundi 13 avril. Wassini Bouaza est poursuivi pour sa gestion controversée des affaires de sécurité de l'État, selon le quotidien et Éloatan. Le feuilleton du patron de la DGSI connaît un autre épisode. Sa mise à l'écart a commencé il y a 6 jours quand le général Abdelghani Rachedi a été désigné pour le seconder, en tant que directeur adjoint avec de larges prérogatives. Lundi, Abdelmadjid Tebboune a décidé de limoger Wassini Bouaza et de le remplacer par son adjoint Abdelghani Rachedi. Il a été arrêté, interrogé, puis mis aux arrêts, mettant fin ainsi à une période de lutte entre la présidence et les services de renseignement. La même source révèle qu'une enquête a été ouverte au niveau de la Direction centrale de la sécurité de l'armée des CSA. Elle concerne de nombreux dossiers liés à la gestion du général Bouaza, des services de renseignement. L'enquête s'est focalisée notamment sur le mode opératoire du général ainsi que son implication dans le domaine politico-médiatique. Fin de guerre entre la présidence et les services de renseignement ainsi, le règne prend fin de celui qui a toujours été désigné comme le soutien inconditionnel de l'ex-chef de l'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense nationale Ahmed Gaïd Salah. Le puissant homme des renseignements s'est retrouvé persona non grata depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune à la présidence et la désignation du général-major Saïd Changria à la tête de l'état-major de la NP, selon plusieurs sources proches des cercles de décision. Selon ces indiscrétions, le patron de la DGS était contre la désignation de Tebboune en tant que candidat du système. Ce dernier aurait usé de son pouvoir pour résister, et contrecarrer les décisions du nouveau locataire d'El Mouradia. Une situation claire au vu des décisions prises par Tebboune et annulées quelques heures après. Malaise dans les hôpitaux algériens, des médecins craignent le détournement de l'instruction de Tebboune par le ministère de la Santé. Le chef de cabinet et secrétaire général du ministère de la Santé, Omar Bourjouane, a suscité le malaise dans les rangs des médecins. Le 14 avril dernier,
Ce haut responsable du ministère de la Santé a fait parvenir à tous les premiers responsables des hôpitaux, directeurs des structures de la santé publique et les directeurs de santé détachés au niveau de toutes les wilayas du pays, une instruction leur ordonnant de communiquer au ministère de la Santé la liste des médecins qui devront bénéficier de la prime exceptionnelle promise par Abdelmadjid Tebboune au personnel soignant en cette période de guerre contre l'épidémie du coronavirus Covid-19. Dans ce document exclusif obtenu au cours de nos investigations, le secrétaire général du ministère de la Santé demande à tous les cadres dirigeants du secteur de la santé de dresser des listes précises de tous les soignants, médecins et infirmiers, mobilisés contre l'épidémie du coronavirus Covid-19. Sur la base de ces listes, le ministère de la Santé établira les noms des bénéficiaires de la prime exceptionnelle promise par Tebboune. Selon le document en notre possession, les listes de ces médecins et infirmiers doivent parvenir au ministère de la Santé au plus tard demain jeudi 16 avril. Cette démarche fait craindre à de nombreux médecins contactés par Algérie par un détournement de ces primes au profit de certains soignants au détriment des autres. Selon nos interlocuteurs, il aurait été judicieux d'accorder cette prime exceptionnelle à l'ensemble des membres du corps médical et paramédical sans aucune distinction partant du principe qu'ils sont tous mobilisés au sein de tous les hôpitaux du pays pour prendre en charge les patients algériens en cette période de crise sanitaire. À titre d'exemple, à l'EPAH de Béchar, le directeur de l'hôpital a pondu une note dans laquelle il annonce que tout le personnel du corps médical est concerné par la prime que versera l'État algérien au personnel hospitalier. À Béchar, le directeur de l'EPAH estime que tous les médecins et infirmiers partagent le même risque et font face au même danger dans tous les services de l'hôpital où des patients doivent être admis pour des soins. Ailleurs à Alger, à l'hôpital de Rouiba, la direction a voulu réserver cette prime exceptionnelle uniquement aux médecins mobilisés dans le service pneumologie, le principal service dédié à la lutte contre le coronavirus Covid-19. Une décision qui avait suscité le mécontentement des autres médecins et infirmiers de l'EPAH de Rouiba qui s'estiment lésés par cette discrimination jugée injustifiée. L'idéal serait donc de verser cette prime exceptionnelle à tout le corps médical et paramédical pour éviter toute polémique stérile en cette période sensible qui nécessite une union générale de tous les soignants contre l'épidémie du Covid-19. Rappelons enfin que pour motiver et encourager le personnel soignant algérien dans la lutte acharnée et dure contre l'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19, Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, a promis des primes exceptionnelles. La prime est servie mensuellement selon des montants forfaitaires allant de 10 000 dinars au profit des personnels administratifs et de soutien, 20 000 dinars pour le personnel paramédical et de 40 000 dinars pour le personnel médical. Elle est servie pour une période de 3 mois renouvelable. Son bénéfice peut être étendu à d'autres catégories de personnel mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus. Le présent décret prend effet à compter du 15 février 2020, a précisé Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie subit un revers diplomatique sur le dossier libyen. Alger vient d'essuyer un échec avec le veto américain opposé à la candidature de son ancien ministre des Affaires étrangères au poste de chef de la médiation des Nations Unies sur la Libye. Le désaveu est cinglant pour une diplomatie algérienne qui espérait retrouver un certain éclat après un long effacement. Ramtan Lamamra, diplomate de haut vol à Alger pressenti pour prendre la tête de la médiation des Nations Unies en Libye, poste difficile mais prestigieux, a vu sa candidature torpillée par une coalition d'acteurs régionaux qui ont su trouver une oreille favorable auprès de l'administration de Donald Trump à Washington. L'Émirat arabes unis, l'Égypte ainsi que le Maroc sont cités parmi les analystes du dossier libyen comme étant les probables sources d'obstruction ayant barré la route aux candidats de l'Algérie. À Alger, le quotidien Algérie patriotique a déploré dans son édition du 6 avril le complot ourdi par l'Émirati et leurs alliés égyptiens et marocains pour empêcher la désignation du diplomate algérien Ramtan Lamamra. Bien qu'aucune annonce n'ait été faite, les Américains ont bien opposé leur veto à cette nomination de Lamamra au poste de chef de la mission des Nations Unies pour la Libye Manul, a appris Le Monde auprès d'une source diplomatique au siège de l'ONU à New York. Le poste est vacant depuis la démission le 2 mars de l'universitaire libanais Ghassan Salamé,
qui avait jeté l'éponge après avoir constaté son impuissance à enrayer l'escalade des ingérences militaires étrangères sur le théâtre libyen. Un profil idoine. L'échec de la candidature de la Mamra est d'autant plus préoccupant qu'il entrave la réactivation de la médiation onusienne à un moment critique où les combats s'intensifient en Tripolitaine-Ouest. Alors que l'épidémie du Covid-19 a fait son apparition en Libye, les appels à un cessez-le-feu ont échoué à faire taire les armes entre les forces loyales au gouvernement d'accord national GAN de Faye Sarraj formellement reconnu par la communauté internationale appuyé par les Turcs et les unités assaillantes du maréchal dissident Khalifa Haftar épaulé par les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Fin connaisseur des arcanes des affaires internationales. La Mamra est ex-ministre algérien des Affaires étrangères 2013-2017 et ancien ambassadeur d'Alger auprès des Nations Unies 1993-1996 et à Washington 1996-1999 présentait un profil idoine pour prendre en charge la médiation onusienne sur la Libye. De fait, 14 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU semblaient favorables à sa désignation jusqu'à ce que les Américains finissent par bloquer. Algérien et, au-delà, africain. Il avait été l'envoyé spécial de l'Union africaine dans la crise au Libéria 2003, la Mamra incarnait à sa manière le retour diplomatique d'une région africaine sur un dossier libyen qui, depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, avait été principalement géré par les Européens et les États du Golfe Persique. La Mamra, c'est un peu le candidat Rolls-Royce d'un pays qui se targue d'avoir une tradition diplomatique riche et crédible, souligne Jalel Arkoui, spécialiste de la Libye à l'Institut des Relations Internationales de Klingendael, Pays-Bas. Une Algérie un peu sûre d'elle-même. Pourtant, les obstacles n'ont pas tardé à se dresser sur son chemin. Pour commencer, la méthode utilisée par le secrétaire général des Nations Unies, le Portugais António Guterres, pour promouvoir officieusement la candidature de la Mamra, qu'il a bien connue quand ce dernier était ambassadeur à Lisbonne en 2004-2005, l'a paradoxalement desservi. Guterres a présenté le choix de la Mamra comme un fait accompli et cela a irrité, rapporte une source onusienne. L'attitude un peu sûre d'elle-même de l'Algérie, qui a vu dans cette mise sur orbite le signal de son grand retour sur la scène internationale, notamment lors de la réunion conjointe ONU les 12 et 13 mars à Oyo, Congo-Brazzaville, à laquelle la Mamra a participé, a ensuite ajouté à la perplexité. Algérien et, au-delà, africain, il avait été l'envoyé spécial de l'Union africaine, dans la crise au Libéria, 2003, la Mamra incarnait à sa manière le retour diplomatique d'une région africaine sur un dossier libyen qui, depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, avait été principalement géré par les Européens et les États du Golfe Persique. La Mamra, c'est un peu le candidat Rolls-Royce d'un pays qui se targue d'avoir une tradition diplomatique riche et crédible, souligne Jalel Arkoui, spécialiste de la Libye à l'Institut des Relations Internationales de Klingendael, Pays-Bas. Une Algérie un peu sûre d'elle-même. Pourtant, les obstacles n'ont pas tardé à se dresser sur son chemin. Pour commencer, la méthode utilisée par le secrétaire général des Nations Unies, le Portugais António Guterres, pour promouvoir officieusement la candidature de la Mamra, qu'il a bien connue quand ce dernier était ambassadeur à Lisbonne en 2004-2005, l'a paradoxalement desservi. Guterres a présenté le choix de la Mamra comme un fait accompli et cela a irrité, rapporte une source onusienne. L'attitude un peu sûre d'elle-même de l'Algérie, qui a vu dans cette mise sur orbite le signal de son grand retour sur la scène internationale, notamment lors de la réunion conjointe ONU les 12 et 13 mars à Oyo, Congo-Brazzaville, à laquelle la Mamra a participé, a ensuite ajouté à la perplexité. Les Algériens n'ont pas très bien joué, ajoute la source onusienne. Ils se sont crus un peu plus beaux qu'ils n'étaient en réalité. Ils ont voulu reprendre la main sur le dossier libyen au sein de l'UA. Cela n'a pas été très bien ressenti. Certains États de l'Afrique subsaharienne, notamment le Congo-Brazzaville dont le président Denis Sassou Nguesso dirige le comité de haut niveau pour la Libye, ont pu en prendre ombrage. Il y a eu une certaine naïveté de la part des Algériens qui aimeraient dans ce type de circonstances être perçus comme des Africains par les subsahariens, relève Jalel Arkoui. Mais dans une Union africaine où, par ailleurs,
Le Maroc a été réintégré début 2017, les Algériens ne sont pas considérés comme des Africains.